been here long enough. I came to kill, I'm going to kill now. Bonjour à tous. L'affaire de la famille Ammons date de 2011. Elle a fait couler beaucoup d'encre depuis qu'elle a été rendue publique en janvier 2014. Cette abominable maison est également connue sous le nom de la maison aux 200 démons ou la maison du diable, car le célèbre investigateur en paranormal, Zak Bagans, fondateur de l'émission Ghost Adventures, a acheté la maison en 2014 après l'avoir acquise pour la modique somme de $35 000 et l'a fait détruite en janvier 2016 après avoir filmé son documentaire Demon House, qui raconte les événements qui s'y sont produits et la propre enquête qu'il y a menée. Son film sera diffusé en mars 2018. Voici donc l'étrange histoire de la famille Ammons. Quand Latoya Ammons a autorisé la presse à s'emparer de son affaire, elle a expressément demandé à ce que ne soient jamais révélés les prénoms de ses enfants. En novembre 2011, Latoya Ammons, sa mère Rosa Campbell et ses 3 enfants, 2 garçons de 7 et 9 ans, une fille de 12 ans, ont emménagé dans cette petite maison située au 3860 Carolina Street à Gary dans l'Indiana. Au début, tout se passa bien, mais la joie de ce nouveau départ et de ce changement de cadre allait bientôt prendre une tournure des plus sinistres. Quelques jours après leur emménagement, alors que c'était l'hiver, la famille a observé que des mouches noires envahissaient le porche et qu'elles ne cessaient de revenir en masse près de la porte d'entrée et revenaient incessamment chaque jour. Puis aussi rapidement qu'elles étaient apparues, les mouches ont disparu soudainement. Après minuit, chaque soir, la famille entendait des bruits de pas et des bruits de grincement de porte provenant principalement de la cave. Latoya a alors verrouillé la porte, mais les bruits continuaient. Une nuit, Latoya s'est réveillée et elle a vu une ombre sortir de son placard. Elle a suivi l'ombre des yeux. Elle se promenait dans la chambre. Elle a alors allumé la lumière. L'ombre avait disparu, mais Latoya constata que sur ce sol, il y avait de nombreuses empreintes larges et boueuses de chaussures. Le 10 mars 2012, ils firent une veillée, apparemment pour une personne de la famille qui venait de décéder. Alors qu'ils discutaient calmement dans le salon, ils entendirent des cris provenant de la chambre de Latoya. Elle hurlait « Maman, maman !» La famille accourut et vit que la fille était en train de léviter au-dessus de son lit. Ils se sont alors rassemblés autour d'elle et se sont mis à prier. Le corps de la jeune fille aurait regagné le lit. Elle était à ce moment-là encore profondément endormie. Mais alors, qui avait appelé « Maman, maman » ? Après un court laps de temps, la fille s'est réveillée. Elle ne se souvenait de rien. Mais ensuite, les parents qui s'étaient déplacés chez les Ammons refusèrent tout net d'y remettre plus jamais les pieds. Toutes les personnes qui venaient les voir, chamboulées par les choses qu'elles constataient, n'y revenaient plus. Latoya et ses enfants étaient isolés et ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Latoya ne pouvait pas s'offrir le luxe de déménager et personne ne pouvait les accueillir tous les 5. Rose Campbell, la mère de Latoya, voulait chercher de l'aide auprès de l'église. Alors sa fille en contacta plusieurs, mais aucune d'entre elles ne semblait la prendre au sérieux. Toutefois, une paroisse lui conseilla de purifier sa maison de fond en comble avec de l'eau de javel et de l'ammoniac et de dessiner des croix dans toute la maison avec de l'huile d'olive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Empressée de chasser ce qui hantait sa maison, Latoya nettoya sa demeure pièce après pièce et versa de l'huile d'olive sur les mains et les pieds de ses enfants, trempa son index dans la même huile et dessina des croix sur leur front. Ensuite, elle pria beaucoup. Malheureusement, les événements ne cessèrent pas pour autant. Alors, Latoya Ammons décida d'appeler en renfort des médiums. Elle en contacta 2. L'un d'entre eux lui révéla que plus de 200 démons possédaient la maison et l'enjoignit de déménager sur le champ. Mais à court d'argent, cette option n'était pas possible. Le médium lui conseilla alors d'installer un autel dans la cave, soit une petite table d'appoint, d'y poser dessus une Bible, une bougie blanche et 3 statues, celle de Marie, Joseph et Jésus, et de disperser du sel sur le sol en terre battue de la cave. La famille s'habilla en blanc et la mère de famille fit brûler de la sauge et parcourut toutes les pièces de la maison avec la plante aromatique dans ses mains. Avec la fumée, elle dessinait des croix dans l'air, veillant à ce que les énergies négatives et les vibrations indésirables soient à jamais chassées. Durant les 3 prochains jours, rien d'anormal ne se passa.
Mais au bout de ces 3 jours, les phénomènes reprirent de plus belle. Ces enfants agissaient bizarrement. Ils affichaient d'étranges rictus en guise de sourire et parlaient d'une voix grave et gutturale, révulsant leurs yeux dans leurs orbites. Mais après ces épisodes de transe, il ne se souvenait plus de rien. Son fils de 7 ans s'enfermait dans son placard et se parlait à lui-même, employant toujours cette voix méconnaissable et caverneuse. « Je suis là depuis suffisamment longtemps. Je suis venu pour tuer. Je vais tuer maintenant. » Le fils de 9 ans, quant à lui, se mit un jour à décrire précisément et à grand renfort de détails macabres ce que l'on ressentait quand on était tué. Sa fille, elle, se plaignait des voix qu'elle entendait et couvrait ses oreilles en criant « Je ne peux plus les supporter, faites-les taire, je ne peux pas les regarder dans les yeux. » Latoya n'était pas en reste, elle aussi vivait des choses étranges. La température de son corps s'élevait de manière inexpliquée. Parfois, elle se sentait affaiblie, vidée de son énergie, et son corps se mettait à trembler. Rosa, la grand-mère, essayait de les aider du mieux possible. De son côté, elle semblait épargnée. En vérité, elle était persuadée d'être protégée par son ange gardien. Aucune force maléfique n'avait d'emprise sur son âme. Un jour, l'un des garçons fut jeté hors de la salle de bain. Autrefois, c'est la fille de 12 ans qui a été frappée tellement fort à la tête qu'on a dû lui recoudre sa blessure. Une autre fois encore, elle aurait été maintenue et étouffée par une force invisible. Elle aurait été alors incapable de se débattre car elle se sentait paralysée. Une voix terrifiante lui avait dit « Tu ne reverras plus ta famille. Ils vont tous mourir. » La nuit, les phénomènes empiraient et les enfants étaient tellement épuisés qu'ils devaient manquer l'école. Parfois même, en dépit de l'état de ses finances, Latoya emmenait ses enfants à l'hôtel afin qu'ils puissent dormir. La dernière nuit passée dans cette terrible maison a été des plus violentes. Les objets volaient dans la maison. Une lampe et un ventilateur posés dans une des chambres se sont envolés jusqu'au living room. Et les enfants, ne sachant comment se défendre, lançaient des chaises et des meubles au travers de la maison. N'en pouvant plus, Latoya exhorta tout le monde à quitter la maison. Ils se sont tous précipités vers le porche et c'est alors que l'un des garçons a été soulevé et poussé par derrière avec force. Dès le lendemain, le 19 avril 2012, désespérée et ne sachant vers qui se tourner, Latoya emmena ses enfants pour être contrôlés chez le médecin de famille. Ce dernier dira plus tard qu'il pensait que la famille souffrait d'hallucinations, mais il restera tout de même sous le choc quand le garçon de 7 ans le maudira de sa voix grave et désagréable. Les 2 garçons tenteront même de l'attaquer. L'équipe médicale devra intervenir pour le maîtriser. C'est à ce moment-là, sans prévenir, que brusquement le plus jeune fils de Latoya sera soulevé par une force invisible et jeté brutalement contre le mur. Il s'évanouira aussitôt. Bizarrement, son grand frère de 9 ans tombera lui aussi au même moment dans les pommes. Le médecin estomaqué appellera aussitôt les secours qui conduiront tambour battant les 2 garçons à l'hôpital. Latoya et Rose se précipiteront elles aussi à l'hôpital. Une fois réveillé, le jeune garçon hurlera et attaquera toute personne qui l'approchait. L'histoire raconte qu'il aurait fallu l'intervention de 6 personnes pour le contrôler. Les services sociaux furent également appelés parce que le personnel hospitalier suspectait en cas de maltraitance. Une personne des services à l'enfance qui avait été mandatée sur place, Valérie Washington, remarqua que les enfants ne présentaient sur eux aucun signe de maltraitance. De son côté, le psychiatre n'avait rien remarqué chez Latoya, elle lui paraissait saine d'esprit. Valérie pensait néanmoins qu'elle n'allait pas bien. Elle essaya d'entrer en interaction avec le plus jeune des garçons, mais il grogna, découvrit ses dents, ses yeux se mirent à rouler sur eux-mêmes, puis il étrangla son grand frère, et une nouvelle fois plusieurs personnes durent intervenir pour le faire lâcher. Ensuite, accompagnée de 2 personnes de l'équipe médicale, Valérie Washington prit le garçon et la grand-mère de celui-ci dans une pièce à part. Le plus jeune continuait de grogner et parlait d'une voix grave en disant « Il est temps de mourir, je te tuerai !» Il se précipita alors sur sa grand-mère en grognant. Rosa lui dit calmement en lui prenant la main « Tu n'es pas mon petit-fils, tu es un démon. » Elle se mit à prier. Le garçon recula alors jusqu'au mur. Et à la stupeur de tous, à reculons, il marcha sur le mur et jusqu'au plafond, tenant toujours la main de sa grand-mère qui continuait de prier. Puis le garçon tomba en douceur et atterrit parfaitement sur ses pieds. Toutes les personnes dans la pièce étaient choquées. Valérie courut dehors, suivie de près par l'équipe médicale, et tous les 3 racontèrent au médecin ce qu'ils avaient vécu.
Valérie, d'une nature habituellement sceptique, était désormais obligée d'admettre avec l'équipe médicale qui avait assisté à ce phénomène que le plus jeune garçon de Latoya était bien sous l'influence d'une force démoniaque. Le garçon resta à l'hôpital avec sa mère. Plus aucun membre de la famille ne voulait remettre les pieds à la maison du 3860 Carolina Street. Le lendemain, alors que le garçon fêtait ses 8 ans à l'hôpital, le département d'aide à l'enfance demanda à parler à Latoya. On lui annonça alors cette terrible nouvelle. On allait lui retirer ses enfants sous prétexte qu'ils étaient négligés. L'assistante sociale lui révéla qu'ils avaient en effet constaté que ses enfants avaient manqué de nombreux jours d'école. Valérie Washington écrira dans son rapport que les enfants vivaient une détresse, je cite, à la fois spirituelle et émotionnelle. La famille était effondrée. Le prêtre de l'hôpital avait de son côté contacté le père Michael Maginot pour qu'il puisse venir en aide à la famille. Ce dernier proposa à Latoya de lui parler et lui donna rendez-vous à la maison du 3860 Carolina Street. Celle-ci l'y rencontra avec sa mère Rosa. Le père Michael Maginot parla aux deux femmes pendant 2 heures. Puis d'un coup, les lumières de la salle de bain se mirent à vaciller. Chaque fois que le prêtre approchait, le phénomène cessait, puis reprenait, et les stores de la cuisine tremblaient frénétiquement. Latoya se plaignit alors d'un terrible mal de tête. Le père Mike posa un crucifix sur son front, et la mère de famille se mit aussitôt à convulser. Son état revint à la normale uniquement quand il retira le crucifix de son front. Il était clair pour lui qu'il y avait bel et bien une présence dans la maison. Une présence maléfique s'était invitée chez eux et s'était attachée à Latoya. Il aspergea ensuite les lieux d'eau bénite, fit une prière et dit aux deux femmes qu'il était plus prudent pour elles qu'elles restent loin de cette maison. Quelques semaines plus tard, Valérie Washington alla également à la maison rencontrer les deux femmes. Elle s'y rendit cette fois avec 4 policiers. Parmi eux, il y avait le capitaine Charles Austin, 37 ans. Un mois plus tôt, ce dernier avait déjà été dans la maison. Il avait été mandaté par l'école que fréquentaient les enfants qui s'étaient plaintes des absences réitérées de ceux-ci. Quand il s'y était rendu la première fois, il avait été frappé par le nombre de bougies, de crucifix et de bibles qui étaient dispersés un peu partout dans la demeure. Mais pas que. D'une nature réceptive et sensible, croyant lui-même en l'existence des fantômes, il avait senti à l'époque une présence particulièrement maléfique dans la maison. Pour cette deuxième rencontre, Latoya avait demandé au père Michael Maginot de venir également, au cas où quelque chose de surnaturel surviendrait. Une fois arrivé à la maison, Latoya prit peur et ne voulut pas y rentrer. Rosa dut donc les emmener à l'intérieur. Ils descendirent à la cave qui était pour Latoya l'épicentre des phénomènes. C'est là, rappelez-vous, qu'au tout début de leur emménagement, elle et sa mère entendaient les portes claquer. Et justement, alors qu'ils étaient dans la semi-obscurité, l'un des officiers remarqua qu'une porte qui menait à une autre pièce se trouvait dans une autre position chaque fois qu'il la regardait. Quant à l'officier qui interrogeait Rose, il essaya d'enclencher son magnétophone, mais rien n'y fit, les batteries étaient mortes, alors qu'il en avait inséré des neuves plus tôt dans la journée. Ils utilisèrent un autre appareil pour enregistrer. Quand ils écouteront la bande quelques heures après, ils entendront une voix dire clairement « Hey !» Dans leur investigation, ils prendront des photos et sur l'un des clichés apparaîtra une étrange lumière blanche. Le capitaine prendra aussi des photos avec son téléphone et d'autres ombres apparaîtront. Après avoir quitté la maison des Hammond, le capitaine s'arrêtera à une station d'essence où il émettra un appel. C'est alors qu'en pleine conversation avec son interlocuteur, sans crier gare, la radio de sa voiture se mit à faire des grésillements et une voix menaçante dit alors « Tu étais là ?» La personne avec qui le capitaine discutait au téléphone dira plus tard avoir clairement entendu cette voix. Mais les événements ne s'arrêtent pas là. Une fois arrivé chez lui, la porte de son garage ne voulait pas s'ouvrir, ce qui ne s'était jamais produit avant. Et quand il reprit sa voiture, son siège bougeait d'avant en arrière de lui-même. Il emmena donc sa voiture à un garage pour vérifier. Mais le garagiste lui révéla alors que s'il n'avait pas fait réparer ce problème, il aurait pu avoir un accident mortel. Aucun doute pour le capitaine Austin. La présence démoniaque l'avait suivi. Quand les services à l'enfance demandèrent à Latoya pourquoi ses enfants manquaient si souvent l'école, cette dernière leur dit que les esprits de la maison les tourmentaient tellement durant la nuit qu'ils devaient absolument récupérer leur sommeil, quitte à manquer des jours d'école. Le plus grand des garçons et sa sœur de 12 ans ont été placés dans un centre d'urgence pour les familles et son plus jeune fils a été envoyé dans une unité psychiatrique.
Lors de son séjour hospitalier, il avait été évalué par la psychologue Stacy Wright. Cette dernière dira plus tard que quand elle a essayé de l'interroger sur ce qui s'était passé dans la maison, il lui fournissait à chaque fois des réponses différentes et changeait constamment de sujet pour poser des questions étranges et morbides. Stacy Wright pensait qu'il était influencé par les délires de sa mère, et comme celle-ci croyait aux délires de son propre fils, elle entretenait son trouble. Les deux autres psychologues qui avaient été consultés pensaient également que tous les 3 enfants de Latoya étaient affectés par les croyances de leur mère. La fille aînée semblait particulièrement troublée. Les enfants parlèrent unanimement de leur état de transe qu'ils avaient traversé quand ils étaient dans la maison et de ces inexplicables blackouts qui les affectaient, des ombres qu'ils avaient vues, des portes qui claquaient et des objets qui se déplaçaient seuls. Tous les 3 accusaient le démon. Pour avoir le droit de récupérer ses enfants, les services sociaux d'aide à l'enfance avaient enjoint à Latoya de ne plus les baratiner avec ses délires superstitieux, de trouver une nouvelle maison et un travail. Pressée de revoir ses enfants et de reprendre une vie normale, Latoya entreprit immédiatement des démarches pour trouver un employeur. Durant cette période, une équipe de police se rendit encore une fois à la maison. Le capitaine Austin faisait partie des policiers. Il était accompagné de 2 autres officiers. Sur place, il y avait Rose et Latoya, le père Mike et une nouvelle assistante sociale, Samantha Illick, qui remplaçait Valerie Washington. Cette dernière, traumatisée par la scène du plus jeune fils de Latoya marchant sur le mur et le plafond d'une chambre d'hôpital, avait demandé de ne plus travailler sur ce cas. Rapidement après son arrivée dans la maison, la nouvelle travailleuse sociale Samantha remarqua au sous-sol un liquide noir et épais qui coulait du plafond. Elle le toucha et la matière était collante. Ils ne réussirent pas à en trouver la provenance. Les officiers et le père Mike voulurent voir ce qu'il y avait sous l'escalier. Ils creusèrent donc et trouvèrent des objets divers. Un faux ongle, des sous-vêtements de femme, un peigne, une boîte de conserve, 2 chaussettes d'enfants coupées, des papiers de bonbons, une pince à chemise et une barre en métal. Quelqu'un avait enterré ces objets sous l'escalier. Mais pourquoi? Le père Mike aspergea le sous-sol d'eau bénite. Puis ils montèrent tous ensemble à l'étage et c'est alors qu'ils constatèrent qu'une substance huileuse et épaisse coulait entre les lattes des stores et sur l'un des murs d'une des chambres. Ils la nettoyèrent, quittèrent la maison et le prêtre bénit alors la maison de l'extérieur. Quand ils revinrent quelques minutes plus tard, la substance huileuse était revenue sur les stores et dans l'une des chambres. Samantha toucha alors la texture qui tapissait les stores. Elle ressentit immédiatement des douleurs dans ses doigts. Paniquée, elle sortit et refusa de rentrer. C'est alors que Latoya éprouva elle aussi une forte douleur et dut quitter la maison. Le capitaine sortit à son tour et quelques minutes plus tard, le père Mike les rejoignit sous le porche. Il était pâle et déclara que le store coulait littéralement. Ayant regagné sa paroisse, le père Mike s'adressa à son évêque pour lui demander l'autorisation de procéder à un exorcisme. Mais en l'espace de 20 ans, celui-ci n'avait jamais autorisé cela. Il enjoignit le père Mike de s'adresser à d'autres prêtres qui avaient de l'expérience dans le domaine, ce qu'il fit. L'un de ces prêtres lui préconisa de faire un simple rituel d'exorcisme sur Latoya, car de simples prières ne nécessitaient pas l'approbation de l'évêque. Le père Mike se rendit alors de nouveau à la maison pour y rencontrer Latoya, Samantha, l'assistante sociale et 2 officiers. Durant 2 heures, il enchaînera les prières, exhortant les démons à quitter Latoya. Finalement, comme cette opération ne changera rien, l'évêque lui donnera son autorisation pour pratiquer le grand rituel d'exorcisme. Ainsi, en juin 2012, le père Mike réalisera dans son église 3 exorcismes. Latoya convulsait, la pauvre n'arrivait pas à prier avec le prêtre en raison des douleurs intenses qu'elle ressentait. Les exorcismes étaient tellement éprouvants qu'elle devait se reposer entre chacun d'entre eux. Mais son malheur touchait heureusement à sa fin, car durant cette période, elle réussit à trouver un emploi, mais également une nouvelle maison à Indianapolis. Une fois le dernier exorcisme pratiqué sur elle, Latoya s'est enfin sentie mieux. À partir de là, elle eut l'immense joie de récupérer ses enfants qui avaient été séparés d'elle durant plus de 6 mois. Depuis cet événement, la famille n'a plus jamais vécu d'événements paranormaux. Ils ont pu continuer à vivre une vie sereine. Voilà pour l'histoire de la famille Ammons dans cette petite maison sinistre de l'Indiana.
Comment cette histoire est-elle parvenue à nos oreilles? Eh bien, parce que Latoya Ammons a choisi de rendre le dossier public au journal The Indianapolis Star. Cette histoire est donc connue comme l'un des cas les plus insolites jamais traités par le ministère des Services à l'enfance. Le dossier Ammons compte, dit-on, 800 pages de documents officiels. Il recense une douzaine d'entretiens avec des policiers, des membres du personnel hospitalier, des psychologues, des membres de la famille Ammons et le père Maginot. 2 ans après la diffusion de son histoire dans la presse en 2014, l'investigateur Zach Bagans a acquis la maison pour $35,000 et 2 ans plus tard, il préférera détruire la maison après avoir filmé le pseudo-documentaire Demon House qui a été diffusé en mars 2018. Pour expliquer la destruction de cette maison, il dira « J'ai détruit la maison parce que je ne veux plus jamais que quelqu'un y vive. J'ai vu trop de choses et il y avait quelque chose à l'intérieur de la maison qui a affecté tout le monde. La police, le clergé, les enfants, mon équipe de production, tout le monde. » En 2012, après le déménagement de la famille Ammons, les nouveaux locataires qui ont emménagé dans la maison se sont retrouvés assiégés par des journalistes, des photographes et une foule de curieux. Ils ont même contacté les services de l'ordre pour intervenir. Quand le propriétaire de la maison, Charles Reed, a été interrogé, il a déclaré que selon lui, il n'y avait jamais eu d'hantise quelconque dans la maison, sauf bien évidemment pendant le règne de la famille Ammons. Par ailleurs, certains articles sur le cas Ammons ont signalé cet événement qui vient mettre en doute cette affaire, à savoir que le ministère des Services à l'enfance, qui avait retiré à Latoya ses 3 enfants en raison de leur absentéisme scolaire durant leur séjour dans la maison maudite, il apparaît que d'autres constatations avaient également été relevées par le passé. En effet, des signalements d'absence scolaire avaient déjà été faits, notamment en 2009. Le problème remontait donc bien avant l'emménagement au 3860 Carolina Street. Alors faut-il croire certains journalistes qui, comme les services sociaux, décrivaient Latoya Ammons comme une crédule, pétrie de superstitions et de croyances ridicules, qui avait monté toute cette histoire en épingle après qu'un des médiums lui ait dit que sa maison était habitée par plus de 200 démons. D'autres mauvaises langues disent qu'elle aurait même inventé toute cette histoire pour éviter de payer son loyer. Mais est-ce que le propriétaire de la maison, Charles Reed, s'est-il jamais plaint auprès de Latoya ou de quiconque pour n'avoir pas été honoré de ses loyers? Et si Latoya avait bel et bien été une femme crédule et superstitieuse à l'excès, comment se fait-il que de nombreuses personnes impliquées dans l'affaire, notamment le personnel hospitalier, le père Michael et le capitaine Austin, à ce jour ne démordent pas de ce à quoi ils ont assisté? Entre nous, ils ont plus à perdre qu'à y gagner. Quand le plus jeune garçon de Latoya Ammons a été transféré à l'hôpital méthodiste de Lakewood après avoir attaqué le médecin de famille, le personnel de l'hôpital et l'assistante sociale Valerie Washington ont-ils eu tous une hallucination collective quand ils ont affirmé l'avoir vu reculer et se retrouver les pieds au plafond? Et le révérend Michael Maginot a-t-il de son plein gré entretenu la folie superstitieuse aux dépens de la science et de la raison? Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vous invite également à venir discuter avec moi sur ma page Facebook. J'y annonce également les prochains sujets. Voilà, alors à très bientôt.